Alors, ce qu'on voyait aussi tout à l'heure et qui était très bien rappelé par Pierre Billet, c'est que ça ne sert à rien de scanner des cours qui ont été prévus pour voilà, simplement scanner des documents, ça n'a pas grand intérêt. Il faut tirer profit des outils numériques, certes, mais c'est peut-être aussi inutile de créer plusieurs outils, plusieurs supports pédagogiques qui ont exactement les mêmes fonctions. Donc, c'était intéressant de pouvoir faire aussi un état des lieux des ressources pédagogiques, celles notamment existantes, et voir quels sont les besoins. Xavier Blé, c'est le travail que vous avez fait depuis l'été dernier à la demande de l'ADEME. L'idée étant donc de faire un point concernant les besoins en ressources pédagogiques. Éviter les doublons et puis voir vraiment dans la boîte à outils qu'est-ce qu'il faudrait trouver comme outil pour aider à mieux former les artisans. Oui, c'est effectivement une enquête donc, conduite à la demande de l'ADEME juste avant l'été, en 2018. En interrogeant les enseignants et formateurs. Donc l'idée était d'avoir une approche directe auprès des... le micro est pas... Le micro est très bien, c'est juste si vous voulez la télécommande qui est à votre droite. Merci. Merci. Donc cette enquête en fait a été donc réalisée donc, auprès des partenaires du dispositif FIBAT avec des intentions qui étaient exprimées initialement, qui étaient de mettre à disposition des organismes et des enseignants un ensemble de ressources qui étaient libres et existantes sur la thématique de la rénovation énergétique des bâtiments. Et puis l'objectif qui a été d'interroger les organismes de formation donc de 3 réseaux, donc, ceux qui sont référencés FIBAT, les partenaires du réseau Formatéré et puis des enseignants en passant par l'intermédiaire des corps d'inspection de manière à pouvoir également les interroger. L'idée n'était pas d'avoir un relevé ou d'une enquête exhaustive sur les ressources, mais d'apprécier leur point de vue sur à la fois le fond des ressources, l'objet sur lequel ils portent, et puis les formes également, les formes de ces ressources, je vais y revenir. Donc la méthodologie d'enquête avec un diaporama qui a un petit peu bougé dans sa mise en page, mais une enquête en ligne donc, du 4 au 19 juin, avec les données chiffrées, donc 106 contacts FIBAT, 41 pour le réseau Formatéré, et puis 223 contacts Éducation nationale. On n'a pas une maîtrise sûre de qui a répondu. Voilà, donc c'est très probablement pour l'essentiel des enseignants qui ont été choisis par des personnes relais qui étaient constituées des corps d'inspection. En tous les cas, 223 contacts. Et puis on leur a proposé donc, en ligne une douzaine de ressources pédagogiques existantes qui ont été choisies en lien avec l'ADEME en veillant à ce qu'on ait une sélection la plus diverse possible à la fois sur les objets mais aussi sur la forme de ces ressources avec des ressources qui peuvent être utilisées comme moyen pédagogique par l'enseignant ou le formateur ou alors qui puissent être mises directement à disposition des apprenants. Donc enquête en ligne et puis suivie de 2 créneaux de visioconférence avec les personnes intéressées et disponibles, de manière à pouvoir commenter les résultats de l'enquête et puis nous aider à comprendre des jugements ou des données quantitatives. Et puis une restitution donc, qui a eu lieu début juillet. Les 12 ressources qui ont été proposées, donc je vous les avais à l'écran, donc qui étaient après, en cliquant dessus, accessibles de manière à pouvoir en comprendre le contenu. Donc les calepins de chantier issus du programme PACT, des photos commentées qui ont été évoquées hier après-midi par une intervenante donc, issue de la mallette pédagogique AQC, pour abréger la présentation de la mallette. Les vidéos de cours d'un MOOC, donc de l'ASDER et puis de Arcane, des QCM de la mallette pédagogique AQC, des illustrations de cette même mallette AQC, des vidéoconférences, donc c'est un format conférence filmée avec un diaporama chapitré, donc vidéoconférence longue. Voilà. Des modules e-learning donc scénarisés, donc accessibles à partir de la plateforme Talentsoft, donc qui est la plateforme louée par l'ADEME. Les notices techniques pour concevoir une maquette, donc ce sont des petites notices techniques à usage des enseignants pour les aider à construire des supports ou des situations pédagogiques. Des études de cas, donc voilà, proposées aux enseignants, les plateaux techniques Praxibat qui avaient été aussi suggérés comme ressources pédagogiques disponibles, des référentiels de compétences, voilà, il
il y a moins austère, mais on avait souhaité aussi proposer des référentiels de compétences afin de tester leur acceptabilité en termes de ressources pédagogiques. Et puis des vidéos animées, donc c'est pas les vidéos de cours, mais c'est les vidéos animées du MOOC, de l'ASDER et Arcand, donc qui sont plutôt des clips pédagogiques avec des animations, et puis une voix off qui commente le clip. Donc 12 ressources pédagogiques et puis un questionnaire sur lequel je passe, les civilités, une demande, une question qui est: dispensez-vous aujourd'hui une partie de vos formations à distance, oui, non. Et puis après, un questionnement sur les besoins, sur la forme. On s'est permis, même si peut-être là n'est pas l'essentiel, mais en tous les cas d'avoir aussi un regard ou une collecte du point de vue de l'usager potentiel que sont les enseignants et formateurs sur la question de la forme des ressources pédagogiques. Et puis évidemment sur le fond, avec une liste de thématiques forcément discutables, de laquelle on s'est vite désengagé en confiant son élaboration à des sachants. Voilà, donc en tous les cas une liste de thématiques sur lesquelles on a également consulté les collègues enseignants et formateurs. Donc ce questionnaire d'enquête et puis des contributeurs qui ont répondu, donc 106 réponses au total avec 76% de contributions issues de l'éducation nationale. Et 89,6% des contributeurs ont consulté les 12 ressources, donc ce qui était pour nous tout à fait satisfaisant du point de vue de la signification des réponses apportées. Leur profil, donc profil équilibré avec à la fois des contributeurs qui interviennent pour les uns uniquement dans l'initial, pour les autres en formation continue, et puis pour quelques-uns parmi eux, sur les deux domaines, donc des enseignants pouvant être amenés à intervenir également en formation continue, et puis une répartition par niveau de formation, avec pour l'essentiel des collègues enseignants et formateurs intervenant à un niveau un baccalauréat ou niveau 4. On est allé sur les régions, avec ce qui donne à voir aussi la mobilisation des régions, avec 19 contributions du Grand Est, 14 des Hauts-de-France et 14 de l'Île-de-France, et puis après des contributions plus distribuées. Je n'y voyais pas de signe, simplement la volonté de comprendre qui avait répondu. Elle a des couleurs rouges pour le Val-de-Loire, non, je plaisante. Mais en fait, il faut avoir le temps de contribuer aussi. Voilà, et rouge également pour la part de la formation à distance. Donc là aussi, n'y voyez pas un jugement de valeur. Mais voilà, 10% des collègues enseignants ou formateurs proposaient une approche hybride, ou en tous les cas également une partie de formation à distance. Voilà. Donc ça, c'est pour les modalités. Alors, quelles sont les conclusions sur à quoi ça aboutit, Xavier Blé ? Voilà, donc les conclusions de l'enquête, en faisant très rapide, évidemment que les conclusions plus fines, avec les données chiffrées, question par question, sont à disposition. Donc là, on a un petit peu ramassé les choses, de pouvoir en ressortir les quelques points clés. Sur la forme et le fond, un plébiscite, alors c'était très confirmé par les 2 visioconférences qu'on a pu faire, où là les collègues formateurs et enseignants ont pu l'évoquer fortement, mais si on résume, ce sont des ressources pragmatiques, donc pragmatiques au sens premier, donc qui partent du terrain. Donc pas des ressources théoriques, mais donc vous le verrez, ce sont des études de cas, des situations concrètes, des photos commentées, mais on est sur ce type de ressources, et puis qui permettent à la fois de contextualiser, les 2 termes sont importants, donc contextualiser une formation ou une approche, et puis également de faciliter le passage à l'action. Donc les 3 types de ressources parmi les 12 qui ont été les plus sélectionnés, on demandait de retenir les 3 les plus intéressantes à leurs yeux. Donc les calepins de chantier pour 54%, les études de cas, et puis les photos commentées que l'on trouve également dans la mallette AQC, qui ont été considérées ou jugées comme des supports ou des ressources tout à fait intéressantes. On avait un espace libre, de manière à pouvoir également qualifier ou dire en quoi ces ressources étaient intéressantes, donc le côté peu coûteux,
des ressources. Donc c'est pas forcément des collègues qui nous entraînent sur un besoin en ressources extrêmement sophistiquées, coûteuses, pratiques et simples à intégrer en formation, adaptées au public, claires, concrètes. Voilà, donc il y a beaucoup de vérités indiscutables qui sont dénoncées, mais peut-être que dans cette enquête, ça valait le coup aussi de l'entendre pour le réaffirmer. Prioriser, c'est intéressant de voir que les calepins de chantier arrivent en tête. Tout à fait. C'est très bien. Donc des choses très concrètes, visibles, qu'on peut mettre sur la table, et puis à partir desquelles on peut travailler en séance. Donc ressources pragmatiques, pour contextualiser et passer l'action. Des ressources numériques qui ont été également fortement demandées, avec dans les commentaires qui étaient apportés, l'intention d'usage, c'était bien la diversification des pratiques pédagogiques, avec l'idée de rythmer ou de dynamiser ou d'introduire des ruptures dans un déroulé pédagogique, et bien en ponctuant une progression par le recours à quelques ressources numériques. Donc parmi celles-ci, les vidéos animées ou de cours du MOOC Asder Arcane. Donc là, on les situait sur une perspective d'usage, en leur demandant s'ils envisageaient d'utiliser des ressources qu'ils avaient pu découvrir parmi les 12. Donc ces vidéos ont été fortement évoquées, et puis en 4 bis avec un taux lui aussi extrêmement intéressant et qui renvoie aussi également au numérique, les modules e-learning, voilà, avec un travail à faire sur la facilité d'accès à des ressources en ligne, de manière, on l'a vu tout à l'heure avec Pierre, donc quand le moins de clics possible, on puisse accéder directement aux ressources numériques. Donc des ressources pragmatiques en termes d'usage à venir, le souhait d'aller vers des ressources numériques. Et puis sur les critères prioritaires, là on leur avait proposé un ensemble fini d'une douzaine d'items pour qualifier les ressources. Voilà ce que disent les collègues enseignants formateurs sur le trio de tête des critères prioritaires. La clarté du propos, que ce soit étude de cas, peu importe, mais en tous les cas un propos limpide, clair, pas ambigu. La fiabilité du contenu, donc ce qui renvoie aussi à la qualification des sources, qu'il n'y ait pas de débat à avoir en équipe ou alors avec les élèves sur la fiabilité du contenu. Et puis l'ergonomie et la forme, qui était également un élément évoqué fortement par les collègues enseignants et formateurs. C'est vraiment intéressant cette enquête, parce que ça peut servir de guide vraiment au moment où on passe à l'étape travail, quand on vient sur la fabrication d'outils. Ça, c'est vraiment des choses à avoir à l'esprit et à avoir même en permanence sur le bureau. Ça participe d'un mot qu'on a employé tout à l'heure, du design thinking, donc de ne pas penser les choses sans demander l'avis d'une partie des usagers ou d'une partie des parties prenantes, pour reprendre un terme. Voilà. Après, ils ont une partie de la vérité. Je pense que c'est vraiment un travail coopératif à engager, de manière à la fois sur le fond et la forme, produire des ressources qui soient dans le juste ou dans le vrai. Donc à la fois sur la forme, vous voyez, puis sur le fond, des ressources qui portent prioritairement sur des thématiques techniques. On avait une douzaine de thématiques, et quelques-unes allaient plus sur les interfaces, donc en référence à des discussions qu'on a pu entendre hier, donc la problématique des coopérations entre corps de métier, avec les dysfonctionnements que cela peut générer. Donc on a là quand même dans l'enquête des collègues enseignants et formateurs qui privilégient plutôt des entrées techniques, et les items qui étaient relatifs à la conduite de projet, à la conduite d'un chantier, aux coopérations entre métiers, ont été relativement peu mis en avant. Donc des thématiques prioritaires que vous avez ici. On les a interrogés également sur les usages, avec à la fois les formats les plus utiles ou les plus faciles à intégrer dans leur formation, et puis on leur a demandé également les usages ou les intégrations de ces ressources qu'ils pouvaient envisager. Alors on a induit un petit peu les choses en proposant une catégorisation, donc avant, pendant et après la formation, mais on n'a rien dit de plus. Et donc les collègues ont dit, on peut très bien, avant la formation, utiliser les vidéos, les modules e-learning de l'ADEME ou les études de cas dans une logique de pédagogie inversée ou d'introduction au sujet. Quelques propositions également pendant la formation, en termes de support, travail en sous-groupe, mise en situation, etc. Et puis après la formation, également quelques suggestions,
Donc voilà, des ressources qui peuvent servir de ressources complémentaires de manière à prolonger un présentiel et puis à enrichir un présentiel. Des documents de référence à usage professionnel. En tous les cas, il y a également d'autres usages après la formation qui ont été évoqués. Quelques points de précision sur certaines ressources voilà, qui nous étonnent assez peu, mais au moins pour le premier, les référentiels sont peu attractifs. CQFD est difficile à prendre en main en formation, mais en même temps, en termes d'outils de positionnement, voilà, de réflexion sur un métier, ça nous semblait être un document utile à soumettre, mais qui est quand même un peu attractif. Et puis les plateaux techniques Praxibat, on les évoquait hier, ne semblent pas, donc on est prudent sur l'emploi des formules, mais ne semblent pas adaptés à toutes les formations, à tous les contextes. La question de leur accessibilité est posée, donc on dit les choses impoliment, mais effectivement c'était un souci quand même que d'accéder au plateau Praxibat. On leur a demandé, alors après ça n'engage que ceux qui ont évoqué cela, mais sur le référencement et la mutualisation des ressources, ça on l'a fait pendant la visioconférence, donc avec cette question du référencement des ressources numériques sur un portail unique et puis d'une assistance d'une personne ressource pour trouver la ressource adaptée. Donc il y a aussi tout le management du système documentaire qui a été posé très directement. Et puis voilà, on leur a demandé s'ils étaient prêts, c'est peut-être une question très naïve, mais s'ils étaient prêts aussi à mettre au pot commun. Donc on a, nous, en tête des modèles qu'on peut voir dans d'autres milieux, de coopératives pédagogiques, qu'on peut voir par exemple au CNFPT, où on a un système ouvert où les enseignants et les formateurs mettent au pot commun des ressources qui sont qualifiées, qui sont organisées par thématique, centralisées, et puis repoussées vers les usagers, mais aussi avoir en tête une logique plus de coopération, toujours dans ces logiques un peu de coopération entre professionnels. Très rapidement, donc en conclusion, Xavier Blé. Voilà, une synthèse qui est très dure à discuter, donc on peut difficilement. Voilà, donc c'est même une synthèse qui n'a pas forcément lieu qui apporte peu de choses nouvelles, des ressources pragmatiques qui permettent de contextualiser, de passer à l'action. Voilà, mais le côté pragmatique, le numérique, c'est pas. Voilà, on n'a pas tordu les choses. Je pense que c'est vraiment une demande exprimée par les collègues, avec cette intention de diversifier les pratiques, des ressources faciles à intégrer. Donc il faut encapsuler les choses, qu'on puisse aisément les trouver, les prendre, les intégrer dans une progression pédagogique, que ce soit avant, pendant et après. Donc on doit avoir un système, une base de données agile, des ressources claires, fiables et ergonomiques, la question de la fiabilité, donc attention aux ressources que l'on produit et qu'on mutualise, et puis une entrée plutôt technique. Voilà en synthèse, en laissant s'il vous plaît cette enquête à sa place comme un élément, une donnée d'entrée de la réflexion sur le programme FIBAT, mais une donnée d'entrée essentielle puisqu'il s'agit des usagers des ressources dont il est ici question. Merci Xavier Blé. Est-ce que ça appelle des questions de votre part, des remarques? Est-ce qu'il y a eu des questions d'ailleurs sur slido.com? On peut jeter un coup d'œil. Alors, la formation à distance ne nécessite-t-elle pas une forte implication de l'apprenant dans l'action de formation? Ça, c'est effectivement ce que témoignent les apprenants, je crois. C'est qu'il faut effectivement avoir un niveau de motivation, une implication assez forte quand on est à distance, non? Bien sûr, la formation à distance est extrêmement exigeante. Donc, avec les systèmes de tracking, de tutorat qui n'est plus aujourd'hui réactif, n'est-ce pas Pierre, qui devient proactif. On sait qui se connecte quand, et donc on sait qui ne se connecte pas. Et donc on peut avoir des systèmes de tutorat proactifs qui va au-devant de l'apprenant et puis qui le sollicite. Donc le paradoxe, c'est que la formation à distance devient beaucoup plus... on s'expose beaucoup plus qu'une formation présentielle où les gens peuvent être absents tranquillement, sans être sollicités par le formateur. Donc l'implication de l'apprenant, elle est évidente, elle est importante. Et donc la deuxième question va un peu avec, quelle est la disponibilité réelle de l'apprenant dans la formation à distance, sachant que les contenus sont libres d'accès, ça fait partie peut-être justement de la souplesse et de la mise à disposition de contenus sans contrôle particulier. Voilà, après travaillons l'ergonomie, mâchons le travail,
et puis aidons l'apprenant à s'y retrouver plutôt qu'à avoir des contenus libres d'accès, mais qui peuvent parfois être compliqués à trouver pour un formateur isolé. Donc je réponds tout de suite à la question qui vient d'apparaître. Les ressources présentées sont-elles à disposition? Oui, ça va l'être. Ah oui. On a justement diffusé un lien hier où on aura à la fois les vidéos de ces rencontres et puis les PowerPoint qui ont été présentés. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que votre enquête, elle donne un guide vraiment, vraiment utile pour aller sur la production d'outils. Donc, on a les PowerPoint et tout ce qui est diffusé sur les écrans qui sera, à part les questions Slido, qui seront disponibles sur eduscol/STI. On aura l'adresse complète qu'on pourra reprojeter tout à l'heure. Voilà. Sur les 12 ressources, je pense que la ressource de l'ADEME, n'est-ce pas, Daniel Cerno, ne sera pas accessible aussi facilement, puisque c'est un module e-learning donc qui suppose d'avoir des codes d'accès sur la plateforme Talentsoft. Donc je pense que ça va être un peu compliqué d'y accéder. Mais par contre, votre PowerPoint, la synthèse que vous venez de faire, Xavier Blais, sera accessible. Évidemment. Alors, le discours précédent ne parlait-il pas d'une définition commune des valeurs? Ça, c'est vrai que c'est un point très intéressant, donc d'entrer par la question des enjeux des valeurs. Et ce qui paraît intéressant pour impliquer ce que disait Jean-Michel Schmitt tout à l'heure. Qu'est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Un exemple concret pour présenter des valeurs. Alors bien souvent, le mot valeur, quand on parle d'éducation nationale, on se réfère aux valeurs républicaines. C'est un autre niveau de valeur qu'on évoque là, parce qu'on est dans un segment qui est bien identifié. C'est de la voie professionnelle, sur le bâtiment, rénovation. Mais on a quand même des valeurs transversales à ce niveau-là, au niveau opérationnel. Et la dernière diapo que vous avez passée tout à l'heure sur les recommandations, je ne sais pas comment vous l'aviez appelé, là, on dit un bon produit. Les valeurs qui vont conduire à identifier un bon produit, c'est lorsque c'est transposable, que c'est dans un langage clair, simple, fiable et ergonomique. Bon, voilà, ça, ce sont des valeurs à présenter quand on veut lancer un projet avec une équipe, que ce soit par le DDF, une équipe d'enseignants, que ce soit par l'inspecteur quand il est dans son académie. Je pense qu'il faut partir de là, pas de process, en leur disant vous allez me faire 10 minutes sur un papier ou sur un PowerPoint ou sur une animation vidéo. C'est après que ça doit venir, ça, au niveau de la créativité. Et pour revenir tout à l'heure sur le design thinking, si vous voulez avoir des conférences sur le sujet, eh bien, adressez-vous plutôt à des vrais pratiquants. C'est-à-dire, par exemple, hier, je disais, le maître d'œuvre ici, pour le projet FIBAD, c'est l'AQC. C'est un bonheur de travailler avec un maître d'œuvre qui connaît les finalités du bâtiment. Si on avait eu à travailler avec une agence de communication qui connaît tout sur tout, je ne pense pas que ça aurait été aussi agréable et positif que ça. Ça, vous relevez un point important, c'est pour le design thinking, à la source d'information. Il faut être à la source de l'information le plus proche possible des compétences. Que ce soit un croyant pratiquant, mais pas simplement un croyant, parce que sinon vous allez vous ennuyer, puis vous allez partir en disant mais qu'est-ce que c'est que cette fumisterie? Moi, je sais le faire. Bien sûr qu'il y a beaucoup de notions qui sont abordées, même par Pierre Billet, on dit mais ça, on sait le faire, on sait le faire. Mais il y a un moment, dans notre approche intuitive, comportementale, il faut passer à une approche plus rationnelle, et c'est bien d'avoir cette approche scientifique, entre guillemets, mais de la science qui est utile, qui nous permet de comprendre et d'avancer, de structurer nos futures actions. Et je reviens sur la diapo où il y avait toutes les étapes, c'est bien, quelque part, de l'avoir formalisé, même si implicitement on était dans cette démarche-là. C'est l'intérêt de ce type d'intervention, c'est de bien structurer la démarche qu'on avait plus ou moins pu acquérir de façon empirique, les différents process, les fondamentaux de la pédagogie, on les voit renaître avec le numérique. On était dans le transmissif intégral, c'était l'école des jésuites, on tournait le dos aux élèves, tournés vers le tableau 80% du temps. On voit réapparaître l'approche comportementaliste avec les démarches d'investigation. Pourquoi? Parce que le rapport au savoir a changé. Et puis le socio-constructivisme, tout à l'heure, vous l'avez évoqué en disant échange entre pairs, c'est très important. Et pour avoir juste rapidement, mais il y a une dizaine d'années, on s'était lancé dans un rapidement, parce projet... qu'il faut qu'on laisse le temps à Cédric Dubedanowski, il nous reste quelques minutes, Jean-Michel Schmitt, pour la partie... Simplement pour le rapport au savoir. Et quand on était à l'époque du transmissif, on pensait que 100% du savoir devait passer par l'enseignant, le référent, celui qui détenait le savoir.
Bien, c'est en sciences de l'éducation, hein, un laboratoire, j'ai oublié le nom de ce laboratoire qui avait travaillé là-dessus. 50% des connaissances sont acquises seules. 30%, c'est par échange avec d'autres, socio-constructivisme, et puis seulement 20%, mais ça sera 20% à haut niveau de connaissances et de structuration des connaissances, avec un enseignant qui deviendra un maître. Et bien souvent, c'est avec plaisir que j'entends certains se référer finalement au maître grec, qui donnait du sens à ce qu'il transmettait comme savoir, et sans remonter jusqu'à Aristote qui a inventé le lycée. Le matin, c'était dans le lycée, l'après-midi, c'était l'école péripatéticienne où on devait se promener dans la ville pour donner du sens au savoir. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de refaire vivre avec le numérique. Mais à une autre échelle, hein, une échelle qui n'est pas réservée à une petite élite, hein, où là, l'objectif, c'est aussi de la massification. C'est un bel enjeu, hein, c'est palpitant. Hein. Et une citation aussi d'un philosophe célèbre qui dit « Finalement, l'histoire est une galerie de portraits où il y a beaucoup de copies et peu d'originaux. » Et c'est vrai. C'est important de prendre du recul par rapport à ça, hein, et de voir que la fonction du prof va devenir de plus en plus la fonction d'un maître. Le côté du répétiteur va s'effacer. Et je pense même qu'avec, on n'en est qu'au début, hein, de cette révolution, les répétiteurs, ils n'auront plus d'élèves. Parce qu'il y aura des alternatives autres. Ils auront besoin de maîtres. Et plutôt que de répondre à des questions, qui les aideront à se poser des questions. Ça aussi, c'est important dans nos processus de formation. Voilà, j'ai juste des remarques par rapport. Merci Jean-Michel Schmitt. Cédric Dziobanowski, on a aussi de nouveaux supports à disposition et on a des opportunités. Alors, je ne sais pas si on va aller se promener dans la ville après les cours au lycée du matin, mais si on y va, ce sera peut-être avec un masque en partie. Je pense que la promenade pour de vrai dans la ville reste nécessaire, mais on a cette réalité virtuelle qui se précise, puisque les outils sont de plus en plus performants. On parlait hier de l'intérêt d'avoir du numérique, d'avoir aussi du geste. Il y a une sorte d'entre-deux qui est le numérique et le geste avec la réalité virtuelle. Alors, on a beaucoup parlé de la production de ressources et de la mise à disposition de ressources pour les formateurs, hein, les enseignants. Mais on sait bien que les professeurs ne sont pas que des assembleurs de ressources, ils ont aussi besoin de pouvoir créer leurs propres ressources. Et quand est arrivé le fichier PDF, il y a peut-être 20 ans, on ne s'est pas trop posé la question, il suffisait de cliquer pour afficher le PDF. Mais après, quand il a fallu être capable de fabriquer des PDF, on s'est rendu compte que dans certains cas, ça pouvait être compliqué. Ça paraît simple, mais pas toujours. Et aujourd'hui, il y a des choses qui apparaissent que moi, je n'avais pas à ma disposition il y a quelques années, quand j'avais encore des élèves. Et donc, on s'est interrogé avec quelques collègues, enseignants, inspecteurs, depuis au moins 3, 4, 5 ans, sur l'arrivée des possibilités de travail en milieu immersif et de ce que ça pouvait apporter ou pas. Alors aujourd'hui, vous avez des simulateurs de soudage, de peinture, de pas mal de choses, de passage de vitesse pour éviter de mettre des jeunes sur des voitures alors qu'ils sont bruts de décoffrage, entre guillemets. Hein, voilà. Les conduites d'engins, aujourd'hui, les premières étapes, on les fait sur des simulateurs. On s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas, avec FIBAT, par exemple, travailler sur ces nouvelles possibilités qu'on n'avait pas il y a 5, 6, 7 ans. Et donc, moi, j'ai posé la question à des professeurs de BTS, s'il fallait, par exemple, que tous les sujets d'examen, par exemple de projet, on prend un exemple, le BTS fluide énergie domotique, dans lesquels on travaille à la conception des installations énergétiques d'un bâtiment. Si on imposait l'année prochaine tous les projets sur de la rénovation de l'existant de bâtiments, est-ce qu'on serait capable de le faire? Bon, on le fait déjà sur certains projets, mais s'il fallait le faire sur tous, on se rend compte qu'on a des éléments de blocage. Actuellement, on travaille beaucoup sur des dossiers de marché public ou privé qui sont sur des plateformes dématérialisées. Dedans, on trouve des plans, voire même maintenant des maquettes 3D, hein, des maquettes BIM. Mais on se rend compte qu'il y a quand même des subtilités, voire même des différences majeures lorsqu'on travaille sur l'existant, c'est la notion de contexte. Typiquement, le site, si vous n'avez pas vu qu'il y a un arbre qui crée un masque solaire devant la façade sud de votre maison, vous avez beau avoir le plan, voir le modèle 3D de la maison, tous les calculs que vous allez faire seront faux. Et c'est pareil si vous avez derrière une montagne ou une colline.
On a fait des tests avec ArchiWizard sur l'île de la Réunion en prenant en compte la modélisation numérique des cirques, Sillaos, etc., etc. Il y a des endroits, si vous mettez des panneaux solaires, ils vont être éclairés 2 heures par jour. Donc, alors normalement, on en tient compte aussi sur du neuf, hein. Mais la problématique de la prise en compte du contexte sur un projet de rénovation de l'existant, elle est encore plus importante que sur du neuf. Et quand vous regardez les marchés qui concernent des projets de travail sur l'existant, une des premières clauses obligatoires qui est imposée dans les marchés, c'est d'aller voir sur site. Parce qu'en fait, il n'y a quand on va sur site que les entreprises peuvent se rendre compte d'un certain nombre de choses. Et comment vous faites si vous voulez faire travailler tous vos élèves, par exemple en situation d'examen, sur de l'analyse de sites existants? Il faut qu'ils puissent aller sur le site. On sait bien que ce n'est pas possible. Alors dans tous les établissements, vous pouvez travailler sur votre lycée. Ça, c'est ce qu'on dit depuis très très longtemps. Vous avez un magnifique dossier technique partout, c'est votre lycée. Et autour du lycée, il y a des bâtiments. Donc voilà, vous avez. Mais dès que vous voulez travailler sur des contextes un peu différents, il faut être capable d'aller emmener les élèves sur site. Donc, vous voyez à quoi on arrive. On arrive en fait aux nouvelles possibilités des visites virtuelles de sites, entre guillemets. Et j'ai posé la question l'année dernière à la Fondation École française du béton. Je leur ai parlé un petit peu de ça et puis je leur ai dit, est-ce que vous ne pourriez pas regarder si on ne pourrait pas faire aujourd'hui des visites de chantier virtuelles, parce que c'est compliqué de déplacer 30 élèves sur un chantier pour aller voir différentes phases, surtout s'il faut y retourner tous les 15 jours pour voir l'évolution du chantier, etc. Et l'année dernière, donc, l'École française du béton a confié à 2 étudiants de 2e année de l'ESTP, dans le cadre d'un projet PIER, projet industriel d'entrepreneuriat et de recherche, une activité qui était un peu nouvelle pour eux, c'est essayer de voir ce que vous arrivez à faire avec les nouvelles photographies 360 degrés. Vous savez, ces caméras-là qui prennent des photos, mais panoramiques. Moi, j'ai jamais fait ça. L'idée, c'était de voir si c'était accessible, parce qu'on parle beaucoup de production, de mise à disposition de ressources pour les collègues, mais dans FIBAT et dans les réflexions sur l'innovation, est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles compétences qui pourraient être intéressantes à développer pour répondre à des besoins qu'on rencontre déjà? Et donc, on s'est interrogé sur ces questions, justement, d'immersion. Donc ça, c'est... si vous allez sur le site de l'École française du béton, vous pouvez visiter le laboratoire d'études des bétons. Donc, vous voyez, c'est un peu comme des scans 3D, sauf que c'est des photos 360 qui sont assemblées, qui permettent d'aller visiter le site. Après, vous pouvez lier à ce fichier-là toutes sortes de ressources qui sont attachées, des vidéos, des fichiers PDF, pas mal de choses. Et donc, la question, c'était est-ce que ça fait partie, est-ce que c'est comme le PDF? Est-ce qu'il faut qu'on reste en situation d'être capable d'appuyer sur Play? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ça devient intéressant pour des enseignants d'être capable de fabriquer ce genre de choses? Parce que tout simplement leur appareil photo est différent et le logiciel de montage de photos a des fonctionnalités en plus. Donc on s'est dit dans FIBAT ce serait intéressant de réfléchir à ça. Et là la conclusion amenée par cette expérience-là de l'EFB, c'est que la caméra elle devait coûter dans les 200 €. Hein. C'est une caméra achetée à la FNAC et puis le logiciel il coûtait 400 €. Et les étudiants, en 2-3 heures, ont compris la plupart des fonctionnalités pour faire ce genre de choses. Donc on s'est dit, voilà, peut-être une des nouvelles pistes ou une des nouvelles possibilités que le numérique apporterait pour répondre à la problématique de la mise en contexte ou de l'analyse du contexte. Donc là, on est sur le contexte intérieur. J'ai pris cette capture d'écran sur le site d'un fabricant une entreprise qui s'appelle BIM Cloison, et ça c'est l'hôpital d'Ajaccio. Pour l'hôpital d'Ajaccio, cette entreprise a développé un module BIM qui fait du calpinage automatique de cloisons, de faux plafonds, etc. Et pour, entre guillemets, vendre l'agilité ou la performance du logiciel, cette entreprise a mis sur son site la visite du chantier en visite panoramique immersif. Alors vous avez du survol du chantier par drone, etc., etc. Et on se rend compte qu'en fait, ça commence à être un outil de communication utilisé aussi par les entreprises. Vous avez de plus en plus de grues qui sont équipées de caméras 360 et qui font
de la prise de vue continue des chantiers, etc. Et ça devient des outils ou des ressources pédagogiques qu'on n'avait pas forcément avant, qui viennent en plus des photos, etc., etc. Et on se pose la question, est-ce que c'est intéressant de former les collègues, ou certains, à la fabrication de ce genre de choses, surtout si c'est matériellement pas très compliqué. Voilà. Donc est-ce qu'il faut qu'on reste en lecture? Est-ce qu'il faut qu'on propose des formations pour être capable de faire ça? Et puis l'étape d'après, j'ai parlé hier un petit peu des compétences collectives, et puis d'ailleurs on en a beaucoup parlé tous. L'année dernière, ou il y a 2 ans, au salon Laval Virtual, j'ai pu voir un simulateur qui avait été développé pour Naval Group, donc ex-DCNS, pour former en fait des équipes de 2 personnes, avec, ouais c'est ça, 3 personnes. Une personne qui est sur le pont du bateau en train de faire les signaux, pour expliquer à l'hélicoptère comment il doit se placer pour pouvoir apponter dans la bonne configuration. Une personne qui est dans l'hélicoptère et qui regarde les signaux de l'autre et qui échange oui, je t'ai compris, non, je t'ai pas compris, enfin bon, bref, vous avez compris. Et une 3e personne qui est située dans la tour, la tour du bateau et qui coordonne les 2 autres. Parce qu'en fait, DCNS avait identifié que là, on avait beau avoir 3 personnes compétentes, encore une fois, c'est comme dans l'équipe de foot, si vous avez des bons joueurs mais qu'ils n'ont jamais appris à travailler ensemble, comme dans un orchestre de musique, ça ne s'improvise pas. Voilà, le travail et l'organisation et la coactivité, la collaboration, ça s'apprend, c'est des compétences qui se développent. Et donc là, Naval Group a fait développer un simulateur pour permettre à 3 personnes dans des environnements différents de développer ces compétences-là. Et donc, dans le cadre de FIBAT, on réfléchit aussi si l'innovation, avec le numérique, etc., ne permettrait pas d'aller créer de nouveaux outils pour développer ces fameuses compétences. Et dernier exemple, en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte qu'à 3 km de mon bureau au rectorat, il y avait un petit bureau avec un ingénieur qui développait un logiciel open source gratuit en français, qui sert non pas à fabriquer des PDF, mais qui sert à fabriquer des environnements virtuels et qui sont utilisés notamment par les archéologues pour faire des visites virtuelles des sites archéologiques. Et dedans, ils superposent pas mal de choses. Et voilà un exemple de ce qui a été fait avec ce logiciel gratuit. Alors, on a déjà mis des ressources sur Eduscol, ça s'appelle Open Space 3D. À Nantes, on a demandé à cette personne-là de venir initier des profs à la création d'environnements. Donc c'est des briques, c'est de la programmation graphique, on fait un peu comme du Lego digital, et on peut assembler pas mal de ressources, y compris des scènes 3D, qui proviennent par exemple d'une maquette IFC ou d'autres choses. Et on est en train de réfléchir, par exemple, dans le cadre de... Donc ça, c'est un simulateur, encore une fois, qui a été fait pour DCNS, cette fois-ci par cette entreprise avec ce logiciel gratuit. Et donc c'est un environnement de formation continue qui a été pensé pour DCNS, pour former à différents types de scénarios sur différentes compétences, avec du suivi de montée en compétences des apprenants. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on a vu ce matin avec la formation hybride. Et on se pose la question, justement, est-ce qu'il ne devient pas intéressant maintenant de commencer à s'intéresser à notre capacité à soit collaborer avec des entreprises comme ça pour développer des ressources, ou soit, pourquoi pas, si les environnements de développement deviennent accessibles pour un certain nombre de professeurs, être capable de donner la possibilité de commencer à construire quelques granules comme ça. Alors, simplifié. Donc, dans le cadre du module M2, qu'on vous a présenté hier les 6 modules, il y a le module M2 qui s'appelle diagnostic. Développer des compétences chez les élèves qui permettent de créer d'être capable d'établir un diagnostic quand on arrive sur un site, sur un bâtiment. Il va falloir qu'on trouve des moyens de mettre les élèves sur des sites. Donc dans le cadre du module M2, on a émis l'hypothèse de produire une ressource qui soit innovante et qui fasse appel justement aux capacités nouvelles de travail en immersion pour essayer de placer des élèves en immersion dans des bâtiments différents, une maison individuelle, un petit collectif, des bureaux, peu importe, et de leur permettre de mener un diagnostic en étant presque sur place, entre guillemets. Donc voilà un exemple de réflexion qui est en cours dans FIBAT
et pour lequel vous pourrez vous exprimer cet après-midi, parce que dans le cadre des ateliers, il y a un certain nombre de questions qui vont vous être posées. Il y en a une, comment voyez-vous l'innovation? Quels sont les besoins les plus criants que vous identifiez, et sur quel type de problématiques ou sur quel type de développement telle ou telle académie souhaiterait s'engager. Voilà. Merci Cédric Dziubanowski. Voilà. Écoutez, on peut applaudir l'ensemble de ces intervenants. Juste 2 minutes pour Guillaume Le Gern, peut-être en un mot, avant d'aller vers la pause. Allô, allô. Ça vient. Non, vous en faites pas, le micro est allumé, vous pouvez y aller. Oui, donc pour poursuivre, peut-être faire la synthèse de tout ce qu'on vient de raconter, effectivement, sur le module 2, il faut qu'on fasse de l'analyse, et nos jeunes, si on veut leur faire de l'analyse, on ne peut pas se contenter simplement d'avoir des photos de pathologie, il faut les rendre acteurs, et je pense que ça participe aussi au fait de les amener à bien développer leurs compétences d'analyse. Et c'est vrai que ces outils numériques qui nous permettent d'aller voir dans une vraie situation, projeter dans des situations, a priori, effectivement, ont l'air d'être une réponse assez séduisante à cette séduisante, c'est le cas, parce que là, ça reprend exactement l'univers des jeux, finalement, que les jeunes pratiquent. Si ce n'est que là, on est dans des applications, on est comme dans le système des serious games, on est dans quelque chose qui va permettre de trouver des applications dans le monde réel.